Bonjour à tout le monde. Voilà, on était en train de checker si on est en direct. Julie est en train de checker s'il y a des messages de personnes qui ne trouvent pas où est le live. Et on dit bonjour à Sophie Hortels, que peut-être beaucoup connaissent, et qui est là aujourd'hui pour nous présenter la clinique Vida Fertility. Donc, je vais déjà t'introduire, puis après, je te laisserai te présenter, Sophie. Oui, L'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter cette nouvelle clinique. J'ai eu envie de travailler assez rapidement avec Sophie quand elle m'a parlé de son nouveau projet, parce qu'en fait, on se connaît depuis un moment avec Sophie, qui est pas mal dans l'univers de la PMA en Espagne. Et quand elle m'a parlé de la philosophie de la clinique, c'est-à-dire le côté proche du patient, vraiment accompagnement, individualité des traitements, c'était vraiment quelque chose qui correspondait à la philosophie qu'on voulait avoir pour les cliniques partenaires. Et du coup, on s'est dit qu'on allait assez rapidement faire un live. Dès que tu commençais, on en a déjà parlé à la fin de l'année dernière, dès que tu commençais à travailler avec la clinique. Donc, juste pour faire un petit point, donc on est parti, Sophie va vous présenter ensuite la clinique, mais on est donc partenaire en passant par nous, c'est-à-dire en nous contactant au préalable, vous aurez un rabais de 8% qu'on a pu discuter avec Sophie, et une nuit d'hôtel, la première nuit d'hôtel qui est offerte dans la condition où il y ait de la place dans l'hôtel avec qui Vida Fertility travaille. Voilà, donc ça c'était des petits bénéfices, et puis Sophie, tu nous parleras du reste peut-être aussi au début, les 3 premiers mois, vous alliez aussi faire quelque chose avec Vida Fertility. Voilà, alors je te laisse te présenter et nous oui. présenter ce nouveau projet. Bonjour à toutes, bonjour Adva, bonjour Julie, bonjour à tous ceux qui nous regardent et puis merci d'avoir proposé ce live pour présenter Vida Fertility. Donc moi je suis Sophie, ça fait 10 ans que je travaille en PMA en Espagne dans le suivi des patients. Je crois que j'avais calculé, j'ai suivi à peu près plus de 1000 patients en 10 ans, donc l'expérience est là. Et puis, donc, pendant ces 10 ans, j'ai travaillé aussi bien dans des petites cliniques que dans des grands groupes. Et l'idée de Vida Fertility, c'était d'échapper aux grands groupes, en fait. On est une équipe avec beaucoup d'expérience. On a tous travaillé pendant plus de 10 ans dans des cliniques en PMA. Et on avait cette idée de créer quelque chose à nous, où le patient se sente bien, où le suivi soit bien fait, où il n'y ait pas de temps d'attente pour chaque réponse, si un patient a un problème, qu'on puisse rapidement lui donner une solution. Et donc, on a décidé de créer Vida Fertility. Donc, on est un groupe de coordinatrices qui ont travaillé avec moi déjà dans des grands groupes. On a aussi un médecin qui était directrice médicale dans de grands groupes. Et on a une directrice de laboratoire qui aussi a travaillé dans beaucoup de cliniques en Espagne et sa dernière expérience aussi était dans un grand groupe qui a dirigé plus de 5 laboratoires en Espagne. Donc voilà, on est en fait, on avait envie de faire quelque chose à nous, plus petit, à taille humaine, mais avec toutes les technologies dont disposent les grands groupes. Donc c'est un peu la philosophie, c'est vraiment suivre le patient. Les patientes qui m'ont eu comme coordinatrice me connaissent et savent comme je travaille. Donc, je suis complètement dédiée aux patients. Je suis 24 heures sur 24 disponible. Les patientes le savent. Et puis, et voilà, ce qu'on voulait, c'était pas perdre quand même ce côté technologie, médecine avancée, tous les traitements de pointe qu'il y a dans les grands groupes. Ça, on voulait l'intégrer aussi dans notre clinique. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est le mélange taille humaine, mais quand même en préservant les taux de réussite. Là, on va être très pointilleux là-dessus. On veut vraiment des taux de réussite des meilleurs d'Espagne. On a l'expérience comme ça, on sait comment faire. Le médecin et la biologiste le savent. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la clinique. Merci Sophie. Dis-moi un petit peu, alors, vous êtes où est-ce qu'on peut trouver la clinique Vida Fertility déjà? Alors, Vida, on a une clinique à Alicante qui est maintenant prête. Et on a une clinique à Madrid
qui pour l'instant a simplement les consultations gynécologiques et on est en train de faire le laboratoire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à Alicante, vous avez déjà un laboratoire qui est prêt, donc on peut déjà venir faire un traitement, avoir une ponction, vous avez déjà les donneuses, enfin, comment une base de données de donneuses, sous combien de temps on peut avoir un traitement en fait si, par exemple je m'adresse à vous aujourd'hui, combien de temps, alors déjà l'attente, mais ouais, sous combien de temps on peut avoir soit pour une FIV, soit pour une FIV avec don d'ovocytes, quel est un peu le temps? Alors, que ce soit pour la clinique d'Alicante ou de Madrid, pour les FIV, il n'y a pas de délai d'attente puisque on peut vraiment le faire lorsque la patiente commence un cycle. La seule chose, c'est le délai pour faire les examens préalables. Donc, il y a des examens de base qui sont obligatoires comme les sérologies, le frottis, une échographie pour vérifier s'il n'y a pas de problème de santé et pour la grossesse. Et il y a des examens peut-être un peu plus poussés suivant le cas de la patiente. Donc, ça peut être un cariotype, mais ça peut être des examens sur l'endomètre, ça peut être des examens sur la thrombophilie, la coagulation du sang, suivant les antécédents de la patiente. Donc, nous, on veut vraiment un diagnostic complet et précis pour qu'on ne rate rien dans le traitement de la patiente. Si c'est une patiente qui n'a jamais fait de traitement, qui n'a pas d'antécédents, les examens de base suffiront. Mais si c'est des cas un peu plus complexes, on essaye de pousser le diagnostic. Donc, vraiment, le délai pour faire un traitement, c'est le délai pour faire ces examens avant vraiment de faire un protocole adapté à son cas. Donc, pour la FIV, je dirais peut-être 1 mois. Pour le don d'ovocytes, donc entre le premier rendez-vous et le transfert d'embryon, au plus tôt, on peut calculer 5-6 semaines pour vraiment tout mettre en place. Nous, ce qu'on aime bien, c'est faire un cycle test avant le vrai cycle de transfert pour vérifier que la patiente répond bien au traitement et pour ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite pour le cycle de transfert. Comme ça, on sait exactement comment elle répond aux œstrogènes et voilà, on peut mieux adapter les dosages pour elle. Donc, ça fait un cycle test plus un cycle de transfert, à peu près 5-6 semaines. Et du coup, pour le don d'ovocytes, ce sont des cycles en frais, c'est-à-dire qu'il y a une donneuse qui est stimulée, j'imagine, pour le couple, pour la femme, pour recevoir un embryon frais pour le premier transfert. Oui, c'est Il y a ça. En fait, synchronisation. voilà, on va synchroniser la patiente et sa donneuse et on fait le traitement en parallèle. Donc, la donneuse de son côté, la stimulation ovarienne et la patiente de son côté, la préparation de l'endomètre. Comme ça, toutes les deux sont prêtes en même temps, au même moment. Voilà, d'où l'importance de faire un cycle test pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises au niveau de l'endomètre. Voilà, c'est ça. Si c'est des endomètres un peu plus lents, par exemple, on sait qu'on va commencer la donneuse un peu plus 5-6 jours plus tard pour l'endomètre et le temps de se préparer. Et puis, au niveau des donneuses, vous avez déjà une base de donneuses. Donc, par rapport au phénotype, il y a quand même, parce qu'on a peut-être peur quand on s'adresse à une nouvelle clinique, est-ce qu'on va trouver suffisamment de donneuses et des donneuses qui sont adaptées à soi, en fait? Oui, parce que les donneuses, on a commencé avant, parce qu'on savait que c'était très important. Donc, les donneuses, on a commencé avant. On a aussi une clinique gynécologique à Alicante même, où il y a beaucoup de jeunes femmes qui se présentent pour le don. Donc ça, ce n'est pas un problème. À Alicante et à Madrid, c'est quand même des villes cosmopolitaines, donc on a vraiment de tout phénotype. À Alicante, on le sait, il y a beaucoup d'étudiantes, il y a beaucoup de familles allemandes, par exemple, qui vivent à Alicante. Donc on a quand même des phénotypes, même si la patiente recherche un phénotype plus du Nord avec les yeux bleus, blonde aux yeux bleus. Je vois Adva, c'est un peu ça. Mais oui, c'est pour les phénotypes. De toute façon, s'il n'y a pas de donneuse, on le dira à la patiente. On ne va pas lui donner n'importe quelle donneuse, tout ça pour faire un traitement. Il faut vraiment personnaliser la sélection de la donneuse. Mais oui, on a quand même beaucoup de donneuses maintenant qui sont en attente de faire un don. D'accord. Et des phénotypes plus particuliers. Alors, des fois, on a parfois la question par rapport à un phénotype, par exemple, d'Afrique du Nord ou même de peau noire. Est-ce que vous pouvez avoir ce type de phénotype? Oui, alors les phénotypes africains, oui, on en a déjà. De plusieurs groupes sanguins aussi. Donc ça, il n'y a pas trop de problèmes pour ces phénotypes-là. Les phénotypes d'Afrique du Nord plus maghrébins, par exemple, on en a eu quelques-unes,
Ce n'est pas quelque chose qui… elle donne pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de donneuses. Mais suivant les caractéristiques physiques de la femme aussi, comme c'est plus un côté méditerranéen, on peut aussi proposer des espagnols plus à la pommade avec les cheveux bruns. Donc, ça pourrait coller aussi pour certaines patientes. D'accord. Ok. Et puis, au niveau du don d'ovocytes, parce que je pense que c'est surtout les questions par rapport au don, vous avez différents types de garanties ou vous avez une garantie grossesse aussi? Oui, alors il y a des garanties d'embryon et des garanties grossesse. On n'a pas voulu faire de garantie d'ovocytes parce qu'on pense que c'est les embryons qui sont, Tout à fait. qui sont importants dans le traitement. On peut avoir 10 ovocytes et 0 embryon à la fin, donc on préfère garantir des embryons. On a un programme, un tout petit programme avec un seul embryon garanti. Ça, on le conseillerait plus pour les doubles dons, par exemple, ou les femmes qui recherchent des dons d'embryons. Comme ça, on propose quand même un embryon à frais. Et on a un programme de garantie avec 3 embryons garantis et un autre avec 5. Celui de 3 suffit largement si la femme n'a pas d'antécédents, si l'utérus, s'il n'y a pas d'obstacle dans l'utérus, si le spermogramme est bon. Parce qu'on a calculé qu'au bout de 3 essais, les chances de réussite sont proches de 100%. C'est 95-96%. Il faut savoir qu'avec le premier transfert, vous avez à peu près 70% de réussite. Au deuxième, c'est 85%. Donc, lorsqu'il y a un échec, on essaye de comprendre pourquoi. Donc, peut-être des tests un peu plus poussés sur l'endomètre ou sur l'immunologie. Et à partir de 3 transferts, c'est 95-96%. C'est pour ça qu'on garantit 3 et pas 2, parce qu'on veut vraiment se rapprocher des 100%. D'accord. Et tu me parlais d'une garantie grossesse, non? Oui, pour le don d'ovocytes, il y a aussi une garantie grossesse. Alors, ce n'est pas naissance, hein, c'est grossesse. Oui, c'est ce que tu me disais. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que la grossesse soit confirmée et se développe bien à l'échographie du troisième trimestre, du premier trimestre. Pardon. Oui, 12 et ça. Oui, donc il y a une garantie grossesse, c'est avec jusqu'à 7 embryons transférés. D'accord, ok. Je pense qu'on communiquera aussi un petit peu les tarifs de Vida Fertility. Comment vous vous situez par rapport aux autres cliniques? Alors, sans parler vraiment exactement des tarifs, mais parce qu'on sait qu'il y a des cliniques très, très chères en Espagne, des moins chères. Enfin, vous vous situez comment? Je dirais qu'on est dans la moyenne, mais là, de toute façon, pour le lancement, au moins les 6 premiers mois, on va offrir des réductions pour les patientes. D'accord. On est dans la moyenne des cliniques, mais quand même avec l'offre de lancement. D'accord. Et au niveau, parce que je sais que c'est des choses, alors, alors je regarde ma fiche parce qu'on a discuté de pas mal de choses quand on s'est vu au mois de décembre, mais comme ça, je reprends parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. Typiquement, l'embryoscope, enfin le time-lapse, alors je ne sais pas si vous avez embryoscope, Jerry, etc. Est-ce que vous en avez dans la clinique? Parce que souvent, les petites cliniques n'ont pas ça et pourtant, c'est quelque chose qui est très important. Oui, nous, on a voulu l'avoir parce que c'est très important. On l'a, que ce soit à Madrid ou à Alicante, on a le time-lapse. Donc, voilà, c'est notre directrice de laboratoire, Léonore, qui voulait absolument avoir toutes les technologies possibles. Enfin, pas toutes possibles, mais toutes les technologies qui ont démontré qu'il y avait vraiment un avantage sur les taux de réussite. Donc, comme le time-lapse, comme la sélection des spermatozoïdes. Par exemple, la biopsie de l'embryon aussi pour le test génétique, on le fait aussi. Enfin, ça, c'est pas n'importe quel biologiste peut le faire. Il y a des certifications pour pouvoir faire des biopsies d'embryon. Donc, tout ça, on l'offre aux patients et on l'a dans notre laboratoire. Donc, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Alors, ça peut être soit pour les maladies monogéniques, soit pour le screening préimplantatoire, donc pour voir s'il y a le bon nombre de chromosomes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a le DPI, donc ce qu'on appelle le DPI en France, le diagnostic préimplantatoire, soit pour le screening, ce qui n'est pas permis en France. Donc, c'est simplement vérifier un karyotype du chromosome pour voir s'il n'est pas porteur d'une malformation chromosomique.
par exemple comme les trisomies, on peut le voir à l'avance avant de transférer un embryon. Ça évite beaucoup de fausses couches parce que souvent, ces embryons qui ont une malformation, ils arrivent à se développer, mais au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Donc, il y a des fausses couches, soit directement des échecs d'implantation ou alors une malformation sur l'enfant. Donc, c'est pas conseillé pour tous les patients. Hein. Ça va dépendre des antécédents, de l'âge de la patiente, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, qui dans d'autres pays comme aux États-Unis se fait maintenant systématiquement. C'est quand même intéressant pour les patients qui ont beaucoup d'échecs d'implantation pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau génétique. Notamment pour les FIV. Alors nous, maintenant, on l'a en Suisse depuis quelques années, mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, vous ne l'avez pas. Enfin, voilà, tu es de France, pour ça je t'inclus. Il n'y a pas de screening préimplantatoire en France, malheureusement, et c'est vrai que quand on a des échecs de FIV, alors on peut jamais vraiment savoir si c'est le côté embryon ou côté immunitaire. Et c'est vrai que pouvoir faire un screening préimplantatoire permet en tout cas de savoir si les embryons sont aptes en fait à se développer, ont le bon nombre de chromosomes pour se développer. Et s'ils ne l'ont pas, on sait pourquoi il y a un échec. S'ils l'ont, alors on peut aller voir ailleurs où est le problème. Et là, notamment, qu'est-ce que vous pouvez proposer des tests immunitaires chez Vita Fertility? Oui, alors en cas d'échec d'implantation, quand un embryon de bonne qualité a été transféré, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc, il y a des tests immunitaires du côté de l'endomètre simplement pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre immunitaire dans l'endomètre, ce qui amènerait un rejet de l'embryon. Il serait reconnu comme un corps étranger, donc il ne pourrait pas s'implanter. Soit directement au niveau de la patiente, c'est ce qu'on appelle le KIR-HLA. Donc, on peut tout à fait regarder si la patiente est compatible avec la donneuse qu'on a choisie et son conjoint pour pas qu'il y ait d'incompatibilité immunologique. Tu me parlais aussi de la régénération de l'endomètre et des ovaires. Oui. Alors ça, c'est une méthode, c'est une toute nouvelle méthode qui a été mise en place par la clinique IVI et qui maintenant propose ce traitement. Donc, nous, on l'a pris aussi dans nos cliniques. C'est une technique, ce n'est pas agressif comme une PRP, c'est une instillation de facteurs de croissance dans l'endomètre. Donc, c'est surtout pour des endomètres qui ont du mal à se développer, à s'épaissir. On peut proposer la régénération ou lorsqu'il y a des échecs d'implantation, on peut aussi proposer ça. Donc, c'est des instillations, donc ce n'est pas des piqûres dans l'endomètre. Ce n'est pas du tout agressif, c'est simplement déposer des facteurs de croissance sur la paroi. Comme ça va aider l'endomètre à s'activer. C'est des choses qu'on fait avant un traitement. Donc, il y a plusieurs instillations à faire avant un transfert d'embryon. Donc, ça, c'est pour l'endomètre. Et aussi, on a aussi sur les ovaires la régénération ovarienne. Et là, c'est pareil, c'est des injections de facteurs de croissance. Donc, soit au moment d'une ponction, on profite de la ponction pour faire ces injections. Comme ça, sur un autre cycle, il y aura des effets. Soit on le fait avant un cycle, mais du coup, ça fait faire une anesthésie. C'est comme une ponction, en fait. Ça va être exactement le même matériel qu'une ponction pour injecter ces facteurs de croissance dans l'ovaire. Donc, certaines études ont montré qu'on arrivait à récupérer plus d'ovocytes grâce à cette méthode. D'accord. Ok, alors je vois qu'il y a déjà des questions. Je crois qu'on a passé un petit peu en revue toutes les choses. Après, de toute façon, on va au fur et à mesure des questions, il y aura des éléments de réponse aussi. Une chose que tu me disais qui était intéressante, c'était que vous avez mis en place une ligne d'urgence 24 heures sur 24. Donc vraiment dans cette idée de suivre le patient. Si par exemple, on doit faire une injection, puis que tout d'un coup, ça ne marche pas comme on veut, c'est vrai qu'on ne sait pas à qui on peut s'adresser si c'est 9 h du soir. C'est vrai que ça peut être bien. Je me suis retrouvée dans cette situation personnellement et j'avoue que là, on se sent un peu seul. On va sur les forums, on se dit, bon, j'ai une petite bulle dans le truc, voilà. Je le vois souvent j'ai un compte Instagram où je parle un peu de PMA, où j'essaye d'informer un petit peu. Parce que c'est aussi, j'aime bien aussi cette partie du travail, informer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de désinformation et j'aime bien ça aussi. Et j'ai beaucoup de patientes qui m'écrivent en privé, des patientes d'autres cliniques ou même des cliniques en France,
qui me disent à 22 heures du soir, écoutez, j'ai mon patch qui s'est décollé, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je les aide là-dessus. Voilà. Voilà, donc moi, je trouve que c'est bien d'avoir une ligne 24 heures sur 24, même si on sait que les patients ne vont pas appeler à 4 heures du matin, mais au moins, c'est bien, c'est rassurant d'avoir un contact s'il se passe quelque chose. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu veux commencer avec les questions, Julie? Puis après, on voit s'il y a d'autres choses qu'on veut dire. Alors, question sur, du coup, en commentaire pour l'instant, pas besoin d'être marié pour l'Espagne, pour Non, venir pas faire besoin le d'être marié. Et il y a une histoire de compagnon porteur de gène fibrose pulmonaire. Est-ce que vous pouvez le retirer ou il doit Alors, faire s'il est ça porteur, avant? si c'est sur le gène, ça, on peut faire un diagnostic génétique sur les embryons Ouais. pour voir s'ils ne sont pas porteurs. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des embryons et puis ils vont faire une biopsie et puis voir que les embryons, s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du même problème. Oui, il y a d'abord une étude informative à faire sur le patient et sur sa famille pour voir vraiment où se trouve le gène. Et une fois qu'on a trouvé le gène, on peut le détecter sur les embryons. Ça, c'est quelque chose qui est permis en France. C'est le DPI monogénique, c'est-à-dire qu'on va surveiller qu'un seul gène. Mais du coup, tu vas vérifier si l'embryon est porteur, mais on ne peut pas l'enlever de la personne, quoi. Le gène. Non, si c'est une malformation génétique, voilà. c'est pas possible. Donc, on ne peut pas le retirer, mais on peut le détecter sur les embryons et du coup implanter ceux qui ne seraient pas porteurs. Oui. Voilà. On nous demande quelle clinique il s'agit. Donc, c'est Vida Fertility. Peut-être tu montres ton… Derrière toi, tu as un petit logo. Le logo, alors, il est à l'envers. Non, ça va, sinon on le voit bien. Enfin, moi, je le vois bien. Bon. Ah, ok. Voilà. Moi, je me vois sur la caméra à l'envers. Voilà, moi, je le vois bien. Donc, Vida Fertility. Comment vous avez trouvé le nom, d'ailleurs? Vida, ça veut dire vie en espagnol. Donc, c'était très logique. C'était évident pour nous que la clinique allait s'appeler Vida. On a beaucoup réfléchi, mais la première idée, c'était Vida. Et finalement, on est resté avec cette première idée parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc, voilà, ça veut dire vie. Après, j'avais des questions du coup, alors pas forcément en commentaire là de suite, mais sur des rendez-vous précédents. Du coup, moi, je m'occupe beaucoup plus des Français que les autres pays. Et en fait, beaucoup se demandent combien de fois sur un parcours FIV ils vont venir à ta clinique. Alors, si c'est une FIV avec un transfert à frais, c'est une seule fois. En fait, on peut faire le premier rendez-vous en ligne. Comme en ce moment, ce n'est pas facile de se déplacer avec les PCR, les vaccins, le Covid. Donc, il y a beaucoup de patients finalement qui préfèrent les rendez-vous en ligne et on peut vraiment tout faire à distance. Le seul avantage de venir sur place, c'est peut-être de faire des examens complémentaires et puis de laisser un échantillon de sperme que l'on congèle. Mais pour une FIV, on peut faire le premier rendez-vous en ligne et ensuite, elles ne viennent que pour la ponction et le transfert, donc rester une semaine sur place. Nous, on aime bien quand même faire la dernière échographie sur place pour être sûr du bon moment de la ponction, parce que ça, c'est très important. Donc, 2 jours sur avant la ponction à peu près. Voilà. Certaines patientes ne peuvent pas et ont des bons gynécologues en France qui ont l'habitude de mesurer des follicules. Mais sur d'autres patientes, on a certaines fois des mauvaises surprises quand elles arrivent. Et les mesures qu'on avait reçues par échographie n'étaient pas du tout les mêmes que nous, ce qu'on mesure ici. Donc, pour les FIV, pour le suivi FIV, c'est bien quand même d'avoir un gynécologue en France ou en Suisse qui ait déjà fait ça. Et voilà. Après, ça fait rester une semaine sur place pour répondre à la question. Si c'est en frais, comme ça, on fait le transfert 5 jours après la ponction sur le stade de blastocyste. On essaye toujours de pousser au stade de blastocyste à J5. Si par contre, c'est un transfert en différé, donc soit parce que la patiente a une hyperstimulation, donc l'endomètre ne peut pas être prêt, soit parce qu'on fait un diagnostic génétique préimplantatoire, on ne peut pas le faire à frais. On fait d'abord la ponction, donc il y a un premier voyage pour la ponction. Ensuite, on vitrifie les embryons et la patiente doit revenir sur un autre cycle pour le transfert. Donc, ça se fait en 2 fois. Ok. Et sur une FIV-DO, c'est la même chose, sauf qu'ils viennent juste pour un transfert. Voilà, la FIV-DO, alors, si c'est avec le conjoint de la patiente, le conjoint doit être là pour la ponction de la donneuse, comme ça, on fait tout à frais.
le prélèvement de sperme, les ovocytes à frais, et on fait la fécondation à frais. Et ensuite, il reste pareil jusqu'au jour 5 des embryons pour le transfert. Ok. Sauf si éventuellement, tu disais, on peut s'ils viennent une fois avant, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Comme tu dis, on préfère tout à frais, en fait, spermatozoïdes à frais ou ovocytes frais, ça c'est sûr. Mais on peut aussi congeler du sperme en amont si les deux ne peuvent pas venir le jour de la ponction des ovocytes et faire un transfert, par contre, frais des embryons le jour Voilà. Oui. Voilà, C'est AJ5. ça. Oui, pour la congélation de sperme, alors si le sperme est de bonne qualité, il n'y a pas vraiment de différence entre congelé et frais. Mais si jamais les valeurs du spermogramme sont un peu limites, on va toujours préférer à frais. Moi, ce que j'ai eu aussi dans des questions, alors c'est autre chose, mais par exemple, quand les hommes sont stressés de donner leur sperme le jour de la ponction et que ça peut potentiellement impacter la qualité du sperme parce que vraiment le stress est là, donner éventuellement du sperme en amont et être là aussi le jour de la ponction permet d'avoir 2 échantillons et voir finalement lequel est le meilleur. Ça, c'est juste des stratégies parce que des fois, les hommes n'osent pas exprimer le fait que ils doivent vraiment ce jour-là être en capacité de donner leur sperme. Il y a beaucoup de pression finalement pour eux. Et je sais que c'est des petites stratégies qu'on peut donner pour avoir un échantillon de réserve au cas où. Voilà, déjà, c'est moins de pression pour l'homme. Et puis, c'est pareil, s'il y a un retard de l'avion ou si l'homme ne peut pas voyager, s'il y a un problème, au moins, on a l'échantillon congelé. Je vois quelqu'un qui demande comment entrer en contact et avoir un rendez-vous. Il me semble, on n'en a pas parlé, mais il me semble que vous faites des portes ouvertes, non? Vous faites des rendez-vous téléphoniques dans pas longtemps, hein, sauf Oui, erreur. alors le samedi 19 février, on a des journées de consultation en ligne. Donc, on offre les samedis parce que certaines fois, pour les patientes, c'est difficile en semaine. C'est soit très tard le soir, soit elles sont au travail et c'est gênant de faire une première consultation au travail. Donc, on offre quand même des consultations le samedi 19. Tous les mois, on va offrir un samedi par mois. Donc, c'est des consultations en ligne. Ça dure à peu près 1 heure. Et donc, c'est revoir avec le médecin tous les antécédents de la patiente. Tous les détails sont importants. Là, il faut vraiment nous expliquer tout le parcours de chaque patiente. Et après, on va lui donner notre avis, notre diagnostic et un plan de traitement sur des dates fictives. Après, c'est à la patiente de choisir les dates auxquelles elle veut venir. Nous, on n'impose pas de date. Ce n'est pas en fonction du cycle d'une donneuse ou du cycle de la patiente. C'est vraiment en fonction des disponibilités. Si par exemple la patiente nous dit j'ai des vacances en juillet, j'aimerais bien venir en juillet, nous on calcule en rétro-planning pour que la patiente soit prête en juillet et si c'est avec don, la donneuse aussi sera prête à ce moment-là. Mais pour entrer en contact, donc pour revenir à la question, oui, il y a des journées portes ouvertes et il y a aussi, sinon, tous les jours, on fait des consultations en semaine, mais ça sera aux horaires de la clinique, donc à voir si la patiente est disponible ou pas. On mettra, je pense, un lien aussi pour réserver ces portes ouvertes pour le 19. Ok. Voilà. On a une question. À partir de quand le surpoids, ça peut être un frein? Alors, le surpoids, on peut accepter jusqu'à 35 d'indice de masse corporelle. Okay. Après, le problème, c'est que c'est pas vraiment pour embêter la patiente, c'est vraiment pour son bien. Parce que déjà, si c'est une stimulation ovarienne, les injections et les hormones vont être moins assimilées par le corps si l'indice de masse corporelle est élevé. Donc déjà, c'est ça. Donc, on va devoir donner plus d'injections, plus de dosage d'hormones. Et ce n'est pas l'idéal parce qu'on ne sait pas comment vont réagir les ovaires. Et après, au niveau de la grossesse, c'est aussi un problème puisqu'il y a plus de complications dans la grossesse, d'hypertension, diabète, des naissances prématurées, fausses couches. Voilà, donc on préfère quand même, si la patiente a un IMC supérieur à 35, on va quand même lui demander de perdre un petit peu de poids avant de faire un traitement. Alors, nous n'hésitez pas à nous contacter parce que ce soit Julie ou moi, on a aussi, on peut vous accompagner sur une préparation des traitements.
On a travaillé ensemble avec Sophie, avec les programmes Fertiline, justement, pour préparer les traitements, parce que quand on travaille son terrain, ben, on peut vraiment améliorer ses chances de succès. Donc, notamment la perte du poids. Alors, l'objectif n'est pas la perte de poids, mais c'est vrai parce que le poids en lui-même, c'est souvent un symptôme de quelque chose. L'objectif, c'est de rééquilibrer finalement le terrain. Et en rééquilibrant le terrain, le poids très souvent va s'ajuster en fait avec pas autant de difficultés que ça. Hein. Ce n'est pas de la restriction alimentaire parce que attention à faire des régimes n'importe comment et de ne pas avoir en fait ce qu'il faut pour être prêt pour un traitement et aussi pour démarrer une grossesse. Hein. Souvent, on se dit quand on veut diminuer son poids, on coupe alors les sucres. Alors ça, de toute façon, c'est très bien, mais pas dans tous les cas. Les sucres Et blancs, on va dire. Très souvent, voilà. On coupe souvent les graisses, mais drastiquement, alors qu'il y a quand même des bonnes graisses qui sont importantes à prendre pour réussir son traitement et pour démarrer une grossesse pour la santé de l'enfant. Et sur ça, on peut vous accompagner avec Julie, avec des programmes pour vous préparer justement s'il y a un problème de poids en amont. Et ça peut être tout à fait... c'est compatible avec un traitement de PMA et au contraire, et le médecin sera plus content de l'avoir. Voilà. Oui, nous aussi, on s'intéresse beaucoup à ça et c'est pour ça qu'on a des collaborations avec plusieurs domaines. Donc, la nutrition, dès qu'il y a un problème de nutrition ou qu'un patient sera intéressé par une préparation, on va le tourner vers Fertiline, par exemple, parce qu'on veut donner des solutions aux patients aussi. Si c'est un patient qui a beaucoup de stress ou qui a des questions plus psychologiques, on a aussi une psychologue dans la clinique, mais on peut aussi la tourner vers des exercices anti-stress, donc soit du yoga de la fertilité, soit de la sophrologie. Il y a beaucoup de choses comme ça et nous, on a toutes les collaborations nécessaires pour donner des solutions aux patients et puis que le patient aussi se sente un peu participatif de son traitement, agir de son côté sur son corps et préparer le terrain, comme tu dis. On nous demande du coup à l'inverse quels seraient les risques sur un IMC à 18 par exemple. Alors c'est pareil, c'est pas bien non plus le sous-poids. Autant le surpoids, le sous-poids. Donc les risques sont un peu les mêmes, c'est que c'est surtout pour la grossesse, pour accueillir la grossesse, mais aussi pour la qualité des ovocytes. S'il y a un sous-poids, il doit y avoir peut-être des manques de nutriments, que ce soit pour l'endomètre, que ce soit pour les ovocytes ou ensuite pour l'embryon qui va s'implanter. Il faut vraiment qu'il ait tous les nutriments nécessaires pour bien se développer. Et voilà, donc le sous-poids non plus, c'est pas recommandé et on va demander à la patiente aussi de prendre un petit peu de poids. De nouveau, le sous-poids, comme tu disais, c'est des carences, c'est souvent des carences qui peuvent être un problème. Alors déjà pour tomber enceinte, tout simplement, pour le succès du traitement, pour la grossesse et puis pour le postpartum, parce que le bébé est prioritaire. Alors si finalement la grossesse se déroule, on ne pense pas à l'après, mais si la grossesse se déroule, le bébé va en fait pomper tout ce qu'il y a, parce qu'il y aura peu de réserve, donc il va pomper tout ce qu'il y a. Et une fois en postpartum, donc après la grossesse, la maman risque vraiment de se retrouver dans une situation qui est mauvaise au niveau de sa santé, de dépression, etc. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au bébé, pour se développer, il a besoin de bonnes graisses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et souvent, quand on est en sous-poids, on a un manque notamment des bonnes graisses, alors on parle des bonnes graisses. Et ça, c'est très important pour le succès d'un traitement, mais aussi pour la santé du bébé. Pour la santé future, tout ça, on travaille avec Fertiline et vous avez plein de vidéos chez nous, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre du poids, effectivement, mais de le prendre intelligemment, enfin prendre du poids avec les bonnes choses. Est-ce qu'on a d'autres questions? On avait juste la dame qui parlait de problèmes de surpoids. C'était pour une physio et en ménopause. Mais par rapport à ce qu'on a dit, ça ne change pas Ça ne change pas, oui. Bon, c'est juste que le surpoids aussi peut amener une mauvaise qualité des ovocytes. Donc, pour le don d'ovocytes, déjà, cette partie, on a une solution.
mais il y a toujours le côté accueil de l'embryon, bon développement de la grossesse. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre soin de la santé de la maman et de la santé du bébé. Donc, il faut vraiment que tout soit réuni pour ça. Et le double don, vous faites aussi? Oui, le double don, on le fait aussi. Donc, c'est don d'ovocytes et don de sperme. C'est autorisé en Espagne et oui, on le propose. Ouais. Et au niveau, alors je suppose on n'a pas parlé, mais ça me semble logique, au niveau du don de l'adoption d'embryons, comme vous êtes une jeune clinique, j'imagine que pour le moment, il n'y aura pas cette prestation parce que vous n'avez tout simplement pas d'embryons. Parce qu'on rappelle qu'en Espagne, l'adoption d'embryons, c'est en fait des embryons qui ont été créés pour d'autres couples et que ces couples, après un certain temps, les donnent à la clinique parce que voilà, c'est la propriété de la clinique au bout d'un moment. Et donc, pour une clinique jeune, il n'y aura pas forcément d'embryons. Donc, j'imagine que vous ne pouvez pas proposer cette prestation. Oui, pour l'instant, le don d'embryon, on n'a pas d'embryon destiné au don. C'est pour ça qu'on propose le programme de don d'ovocytes avec un seul ovocyte garanti, parce que ça s'apparente au don d'embryon. Ça a l'avantage quand même qu'on peut choisir la donneuse et le donneur spécifique pour chaque patiente. Le don d'embryon, ce n'est pas possible puisque les embryons sont déjà formés. Donc, par exemple, la donneuse peut être adéquate avec la patiente, mais par exemple pas le donneur. Donc, l'avantage du double don, c'est de choisir les donneurs et puis c'est quand même de transférer à frais. Donc, on offre quand même cette possibilité pour les patientes qui nous posent la question sur le don d'embryon. Comme on n'a pas d'embryon, dans ce cas-là, on propose ce double don. Quelqu'un demandait les coûts. Est-ce que tu veux parler un petit peu des coûts du don d'ovocytes, citer un peu des chiffres? Après, de toute façon, on mettra des détails, mais peut-être citer des chiffres. Oui, je peux parler le programme avec un blastocyste garanti, il est à 4 000 €. Après, c'est vraiment le coût de base, donc ça comprend quasiment tout. Il y a les médicaments de la donneuse qui sont compris, ce n'est pas en surplus, le stade de blastocyste, bien sûr, tout le suivi est compris. Même le premier transfert est compris, même s'il y a un problème et l'embryon doit être vitrifié et retransféré après. Ce n'est pas un coût complémentaire. Ça, c'est important de le savoir parce que toutes les cliniques ne font pas ça. C'est que le premier transfert est compris. Donc, si l'endomètre n'est pas prêt, s'il y a un problème d'endomètre, si la patiente ne peut pas voyager et qu'on doit vitrifier les embryons, il n'y a pas de surcoût ensuite pour dévitrifier et transférer, ce qui serait une tech. Mais pour la première, c'est déjà inclus. Et puis, donc, ce qui est en surplus, ça peut être le don de sperme s'il y a, les techniques de sélection spermatique si besoin, et tout ce qui est donc, le DPI, ça c'est en surplus. Le time-lapse, vous incluez ou c'est en surplus? Ça, c'est en surplus. D'accord. Ça dépend. Si c'est avec PGTA, c'est directement inclus dans le prix parce qu'on a besoin du PGTA pour faire on a besoin du time-lapse pour faire le diagnostic génétique. Pour un traitement ordinaire, ça ne va pas être inclus, mais ça dépend aussi de ce que conseille le médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre toutes les techniques absolument pour avoir de meilleurs taux de réussite. Chaque technique est adaptée à une caractéristique des patients. Le time-lapse, par exemple, pour un double don, ça ne sert pas à grand-chose parce que le time-lapse, ça va aider les embryons à se développer si les gamètes sont de mauvaise qualité. Donc, pour un double don, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et après, pour le don d'ovocytes avec 3 blastocystes garantis, c'est 7 900. Donc, avec toujours soit les réductions si vous passez avec quelle clinique, soit pour l'instant la réduction aussi pour l'offre de lancement. Voilà. Ce qu'on a dit, c'est que donc il y a l'offre de lancement, donc finalement il n'y a pas au départ, l'offre de lancement sera plus élevée que l'offre quelle clinique. Par contre, il y aura cette chambre d'hôtel en plus. C'est le petit plus qu'on vous offre, voilà. Et puis ensuite, au bout des 6 mois, il y aura quand même un rabais avec quelle clinique que vous n'aurez pas si vous y allez seul. Ok.
Je vois pas d'autres questions. Non. Alors moi, je t'avais posé les questions, je pense que c'est important. Euh, Est-ce que, ouais, par rapport au test de l'endomètre, tu me disais que vous utilisez l'endométrio, le endométrio, c'est ça? Oui, Digenomics. oui, c'est ça. Oui. Voilà, Le test ERA et le test endométrio, donc ce qui fait immunologie, plus réceptivité, plus culture. d'accord. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tu avais d'autres questions Moi, j'en ai une dernière par rapport aux dents. On m'a demandé, par exemple, sur une donneuse, si on ponctionne 10 ovocytes et qu'il en reste 5 alors que la personne elle a payé pour 3, il se passe quoi? C'est partagé avec d'autres couples? Vous Non, les non, c'est gardez quelque part? Vous... tous les embryons qui ont été obtenus sont pour la patiente. Donc, même si c'est une Ok. garantie de 3 et que par chance, il y en a 5 ou 6, tout cela sont pour la patiente. C'est un Ok. minimum. En fait, quand tu dis garantie, c'est un minimum. C'est-à-dire qu'au Ouais. minimum, vous en garantissez 3. Si on n'a pas 3, eh bien, vous allez… Alors, qu'est-ce que vous avez… Il y en a 2, admettons. Vous allez refaire un cycle ou vous allez… Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que la garantie s'arrête lorsqu'il y a une grossesse. Donc, c'est jusqu'à 3 essais. Si par exemple, il n'y en a que 2, mais la patiente ne tombe pas enceinte, on restimule une autre donneuse sans frais pour la patiente pour obtenir cette garantie des 3. Donc, peut-être que dans cette nouvelle stimulation, il va encore y avoir 3 embryons, par exemple. Mais c'est très difficile de savoir à l'avance combien d'embryons on va avoir. Donc, sur une donneuse, on peut très bien n'en avoir qu'un ou en avoir 5. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais voilà, s'il y en a plus de 3, ils sont tous pour la patiente. Il y a pas de, on va pas, si en plus avec sperme de conjoint, ces embryons sont pour elle. Et même pour le double don aussi. Je rappelle aussi que le nombre d'embryons qu'on va avoir dépend aussi de la qualité du sperme du conjoint. Parce que souvent, les gens me posent la question, mais comment on peut faire pour avoir le plus d'embryons possible? Alors, ce n'est pas que la donneuse, parce que la donneuse, on les stimule avec des stimulations qui sont pas, alors, qui sont normales, on va dire, ni trop fortes, parce qu'on ne veut pas justement mettre en péril leur santé et la qualité des ovocytes, ni trop douce. On veut que ce soit une stimulation adéquate pour arriver à peu près à avoir 10 ovocytes. Maintenant, savoir de ces 10 ovocytes combien avoir d'embryons, ça dépend aussi de la qualité du sperme du conjoint qui va faire qu'on va avoir plus ou moins d'embryons. Donc ça vaut la peine aussi de voir aussi la qualité du sperme. Oui, oui, de toute façon, avant de faire un traitement, on va vérifier tout ça et on demande un spermogramme récent parce qu'on sait que les spermogrammes peuvent varier beaucoup suivant si le patient a eu une période de stress ou si il a eu de fortes fièvres. Tout ça, ça joue beaucoup sur la qualité. Donc, on veut un spermogramme récent pour justement voir ça. S'il n'y a pas aussi d'infection, ça c'est important. Et en fonction de la qualité, on va lui dire si on va pouvoir utiliser le sperme directement ou s'il faudra passer par une technique un peu plus poussée en laboratoire pour éliminer les mauvais spermatozoïdes et ne prendre que les bons. Donc, ça peut être sur la fragmentation de l'ADN, par exemple. On va mieux sélectionner si l'ADN est fragmenté ou s'il y a beaucoup de formes atypiques dans le spermogramme. On va recommander des techniques un peu plus poussées. Ok, donc il y a pas de, on a bien compris qu'il n'y a pas de partage des ovocytes des donneuses. On le rappelle, ça c'est souvent quelque chose on a comme demande. Donc comme tous les ovocytes de la donneuse sont pour un couple, pour une femme, même s'il y a une garantie que de 2 embryons, de 3 embryons, non, 2 il n'y a pas, de 1 ou 3, eh bien tous les embryons issus du cycle iront pour le Pour la cycle, patiente. pour la patiente. Oui, oui, oui. Mm. Et peut-être encore une chose, parce que ça, c'était une question qu'on m'a demandé. Les donneuses en Espagne, combien de fois elles ont le droit d'être stimulées? Enfin, combien de fois elles donnent leurs ovocytes? Alors, la loi espagnole dit que la donneuse ne peut pas donner, enfin, ne peut pas avoir plus de 5 enfants nés par ses dons. Donc, finalement, elle ne peut pas donner beaucoup de fois, puisque même si elle donne une fois et qu'il y a des embryons congelés,
ces embryons-là comptent comme potentielle naissance. Donc, en général, une donneuse peut donner 1 ou 2 fois. C'est quand même assez rare des donneuses qui reviennent pour faire des dons. Mais voilà, la loi espagnole quand même a une limite. Et maintenant, il y a une nouvelle chose en Espagne qui est très bien, c'est qu'il y a un fichier national sur les donneuses. Donc, si une donneuse… Ah, comme au Portugal. Maintenant, on est obligé d'inscrire ces donneuses dans un fichier national. Comme ça, si une donneuse donne dans une clinique, elle ne peut pas aller… Imaginons qu'il y a déjà 5 enfants nés. Ses propres enfants, si la donneuse a des enfants, compte aussi. Hein. Ah ouais, d'accord. Et si elle va redonner sur une autre clinique, on pourra savoir si elle a déjà fait un don grâce à ce fichier. Ça c'est bien parce que c'est quelque chose qui c'est assez récent, n'est-ce pas, hein? C'est assez récent, oui. Ouais, parce que je me rappelle qu'on en avait parlé avec un médecin d'une clinique et effectivement, c'était le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir sur plusieurs cliniques si elle donne, par exemple, elle va à Madrid et puis elle va aller à Barcelone, voilà, si elle donne dans plusieurs cliniques. Donc là, avec ce fichier, ça permet de vraiment… Donc ça, voilà. C'est rassurant. C'est rassurant, oui, il y a plus de contrôle. Déjà, il y avait beaucoup de contrôle en Espagne. Maintenant, il y a encore plus de contrôle grâce à ce fichier. C'est pour les donneurs et les donneuses, hein, pour les deux. Et puis, peut-être ce que je voulais aussi rappeler, c'était que… Alors, vous ne pouvez pas afficher de taux de succès pour le moment puisque vous n'avez pas le passif, on va dire. Mais moi, j'avais bien vu justement sur la société, tu parlais de la société espagnole qui rappelait que le taux de succès, c'était juste une information qui était donnée à titre indicatif et qu'on ne pouvait pas finalement comparer les cliniques à leur taux de succès, mais plutôt vraiment à ce qu'elles proposent, et notamment les dernières technologies, une adaptation des protocoles à chaque personne, une individualisation des traitements, parce que finalement, il n'y a personne qui regarde les taux de succès et puis ces taux de succès, chaque clinique peut finalement les calculer d'une manière différente. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, s'il y a des personnes qui se disent « ouais, mais on n'a pas de taux de succès de cette clinique », rappelez-vous ça. On a fait d'ailleurs un article sur les taux de succès sur quelle clinique, en disant bien que même la société espagnole rappelait que c'était juste à titre indicatif et qu'il ne fallait pas prendre comme référence pour un choix. Oui, chacun se base sur quelque chose de différent aussi. Il y en a, ça va être sur des taux de grossesse, sur des taux de positifs, sur des 12 semaines, des 24 semaines. Donc au final, on ne peut pas vraiment comparer puisque ce n'est pas les mêmes indicateurs de base. Et ce n'est pas les mêmes patients. Peut-être que une clinique qui est justement réputée pour prendre en charge des patients plus compliqués va avoir un taux de succès moins élevé parce que c'est des patients qui sont vraiment avec des grosses pathologies, alors qu'une clinique qui fait plein de patients faciles, souvent le cas des grosses cliniques, qui finalement elle fait sur le nom parce qu'elle prend des patients où c'est juste un problème de qualité ovocytaire, et là avec le don d'ovocytes, ça marche à tous les coups. Eh bien, le taux de succès va paraître meilleur. Et in fine, la clinique qui prend en charge des cas plus compliqués, finalement, c'est elle qui est la meilleure puisque c'est elle qui peut traiter des cas plus compliqués. Donc ça c'était aussi important. Oui, sur les taux de réussite, c'est difficile de comparer. Après, je pense que toutes les cliniques se valent plus ou moins. Hein. Tout à fait. Toutes les grandes, les cliniques réputées, en tout cas, se valent plus ou moins. Je pense que dans les taux de réussite, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Nous, on sait comment travailler, parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, on sait comment le faire. On a les techniques pour ça. Et on va sûrement se positionner aussi sur les cliniques réputées. C'est vrai que quand vous allez dans le site de la Société espagnole de fertilité, vous avez les taux audités. Mais voilà, il rappelle bien en gros que c'est difficile de comparer parce que ça dépend des patients. Des cliniques qui ont beaucoup de cycles ne vont peut-être pas accepter des patients de 41 ans pour une FIV parce que ça va faire baisser les taux. Donc ça, il faut prendre en compte tout ça. Mais comme tu disais, une clinique plus petite qui traite des cas compliqués, ce n'est pas la même chose qu'un grand groupe qui fait des patients à la chaîne, on va dire, sans s'occuper de la personnalisation. Je préfère le rappeler parce qu'on a souvent avec Julie ces questions, c'est finalement quelle est la clinique avec les meilleurs taux de succès. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment de… Il y a, je crois, 300 cliniques en Espagne.
il y a pas, il y a alors il y en a peut-être moins bonnes. Après, la plupart sont des bonnes cliniques. Et l'important, c'est vraiment d'avoir ce laboratoire, les médecins qui sont entraînés et cette individualisation des traitements lorsque le cas est compliqué. Si c'est un cas Oui, simple, bon, à la limite, voilà. Mais c'est ça qui est important et c'est ce que nous, on aime justement chez Calclinic, c'est travailler avec des cliniques qui peuvent répondre à cette demande et qui ont la capacité finalement de donner les meilleurs taux de succès. oui, Finalement, c'est ça. voilà, Il y a c'est quand la même capacité. il y a quand même des détecteurs pour vérifier la qualité des cliniques. Ça va être s'ils transfèrent à jour 3 ou à jour 5. Mhm. Ça, c'est important. Les bonnes cliniques vont travailler toujours avec des jours 5, le stade de blastocyste, parce qu'ils ont l'équipement pour en laboratoire. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'économies qu'on peut faire dans le laboratoire. Il y a des liquides de développement embryonnaire qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Donc, si on prend vraiment tout ce qui est le plus adapté aux embryons, on va mieux arriver à développer les embryons à jour 5, comme le time-lapse. Même s'il n'y a pas le time-lapse, il y a quand même des incubateurs qui sont un peu plus poussés qu'un incubateur classique, qui n'ont pas la technologie time-lapse, donc il n'y a pas la petite vidéo de l'embryon, mais quand même, il y a c'est des chambres, enfin, c'est des chambres individualisées pour chaque embryon. Donc, si on ouvre, il faut savoir dans un incubateur classique, quand on ouvre l'incubateur, c'est comme un frigo, sauf que c'est chaud. Mais quand on ouvre l'incubateur, ben, tous les embryons vont avoir ce changement de température, ce changement de pression de l'air. Ils vont tous être impactés sur les incubateurs classiques. Maintenant, il y a les grands laboratoires, enfin, des cliniques réputées n'utilisent plus ces incubateurs-là. Et il y a d'autres incubateurs où c'est simplement les embryons sont individualisés. Donc, même si on veut prendre l'embryon pour vérifier la qualité, ça n'impacte pas les autres. Donc, ça, c'est important aussi. Et on garde quand même les embryons dans un milieu assez fermé avec la température, la pression de l'air, l'oxygène. Enfin, tout ça est très contrôlé, mais il n'y a pas la petite caméra du time-lapse. Donc, tout ça, ça fait qu'on peut mieux proposer des embryons à jour 5. Si vous avez des cliniques qui vous proposent des embryons à jour 3, c'est dépassé. Enfin, maintenant, les nouvelles études quand même montrent que jour 5, on a plus d'informations sur l'embryon, les taux de réussite sont quand même plus, sont plus élevés avec des jours 5. Et un indicateur aussi, c'est les garanties. Donc, nous, on sait comment faire et c'est pour ça qu'on garantit des grossesses parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut pour garantir un bon traitement et une bonne qualité embryonnaire. Super, bah merci, c'était intéressant. Bah de rien. C'est vrai que... Dis-moi, on a d'autres questions? Non, hein, je pense pas. Non. Voilà. Alors, bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le groupe. Si c'est des questions spécifiques pour Vida Fertility, on peut toujours demander. Alors, nous, on a fait exprès sur le groupe qu'il n'y ait pas de clinique pour pas interférer, hein, que ce ne soit pas une publicité. Par contre, nous, on est en contact étroit, donc on peut leur poser les questions. On mettra un lien pour prendre rendez-vous pour le 19 février pour ces journées portes ouvertes. Et puis, de toute façon, tu me disais qu'il y en aurait tous les mois hein, pour avoir un rendez-vous. Oui. Voilà. Et puis, pendant ces 6 mois, il y aura des efforts sur le prix. C'est normal puisque vous commencez. Et puis, la chambre offerte en plus pour les personnes qui passent de quelle clinique. Et ensuite, il y aura ce rabais de 8% pour les personnes qui passent par quelle clinique. On remettra ça donc sur le fil. Et puis, n'hésitez pas aussi à revenir vers Julie si vous avez des questions pour la préparation, pour les documents des CPAM, je le dis bien, je ne sais pas. Pour la sophrologie aussi, Julie peut vous accompagner en sophrologie si le traitement est un stress pour vous. Enfin, voilà. On a plein de choses à vous proposer pour vous faciliter le choix, d'une part, et le suivi et le traitement. Voilà, exactement. Merci beaucoup.
Et Merci. puis, merci à vous. je pense qu'on refera un petit live d'ici Oui, 6 oui. mois pour voir comment la clinique se porte. Oui, Et puis, ok, comme ça, on avec pourra plaisir. faire un petit bilan des 6 premiers mois. Très bien, avec plaisir, oui. Super. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. À très Bientôt. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.